Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Faire la paix des mémoires, c'est le message de François Hollande à l'occasion de la journée de commémoration de l'esclavage. Nous reviendrons sur cette dure page de l'histoire pour le continent et sur la question du devoir de mémoire avec l'historien sénégalais Tidiane Diaye. En République démocratique du Congo, la venue de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, encore une fois repoussée, annonce au lendemain des tensions autour du siège de l'UDPS à Kinshasa. Le point dans ce journal avec notre correspondant Thomas Nicolon. Et puis l'espoir déchu de tout un village au Mozambique. Après la découverte de gisements de gaz, Palma se rêvait en Qatar africain. Mais la chute des prix des hydrocarbures a eu raison de ce rêve. Reportage à la fin de ce journal. Ce 10 mai marquait en France la 12e journée des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition, journée instaurée depuis la loi Taubira qui a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et à cette occasion, aux côtés d'Emmanuel Macron, fraîchement élu, François Hollande a présidé au Jardin du Luxembourg sa dernière cérémonie en tant que chef de l'État. Et il a fait de cette commémoration un poème. Écoutez. De ce crime atroce est sortie une population mélangée. A émergé une nouvelle civilisation, de nouvelles manières de résister, de s'affirmer, qui ont engendré de nouvelles formes d'art, de culture, riches et métissées. Du racisme le plus abject est ainsi née une forme d'universel, ce phénomène que le poète appelle la créolisation du monde. Et de ces commémorations à Paris, nous nous rendons maintenant au Sénégal, où notre correspondante Sarah Sako est allée à la rencontre d'un des spécialistes de l'esclavage, l'historien Tidiane Diaye, auteur de plusieurs enquêtes historiques, dont le génocide voilé sur la traite arabo-musulmane. Il nous donne son point de vue sur le travail de mémoire effectué par la France ces dernières années. Il faut savoir traiter l'histoire exactement de la même manière. Commémorer l'abolition de l'esclavage pour la traite transatlantique, c'est une très bonne chose. Mais rappeler aussi que ce n'est pas un phénomène isolé dans l'histoire de l'humanité. D'où cet ouvrage qui vient d'être édité chez Gallimard, Le génocide voilé, pour rappeler que si la traite transatlantique a concerné environ de 9 à 11 millions d'individus, celle pratiquée par les arabo-musulmans concernait 17 millions. Et du fait de la castration massive, ils ont presque tous disparu dans ces régions. Alors que pour la traite transatlantique, aujourd'hui, 70 millions de descendants ou de métis d'Africains peuplent le Nouveau Monde, des États-Unis au Brésil, passant par les îles de la Caraïbe. Donc la volonté de détruire un peuple n'y existait pas. Mais c'est un crime contre l'humanité qu'il fallait dénoncer et la France a été jusqu'à faire voter cette loi. Il y a tout un débat autour des réparations. Êtes-vous pour le principe de réparation et si oui, sous quelle modalité ? La question est de savoir si on peut réparer un passé. Césaire disait que ce crime était irréparable. Quelles sont les victimes? Ce sont des descendants de victimes qui sont identifiés aujourd'hui pour la traite transatlantique, qui vivent dans les départements d'outre-mer. Alors, vu la politique économique que fait la France et que pratique la France sur place, je pense qu'il y a des formes de réparation beaucoup plus subtiles que de parler financièrement. Donc vous êtes contre le principe de réparation? On ne peut pas parler de réparation de la même manière aux Antilles qu'en Afrique, puisque l'Africain a été acteur, a été victime et acteur. Il est vrai que ces acteurs, c'est une minorité, en dépit des masses énormes qui ont été déportées. Beaucoup plus victimes qu'acteurs, mais il y a aussi cette responsabilité africaine qui empêche un peu de pouvoir parler de réparation. Faut-il qualifier la colonisation de crime contre l'humanité? On se souvient de la grosse polémique déclenchée en février dernier par Emmanuel Macron, nouveau président de la République, qui, au moment de sa campagne, avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité en Algérie, même s'il était revenu ensuite sur ses propos. Qu'en pensez-vous? Vouloir présenter la colonisation française comme une série de crimes contre l'humanité, ce n'est pas très honnête, puisque la démarche historique ne pourrait pas s'en trouver éclairée. Par exemple, si vous lisez bien mon ouvrage « Le génocide voilé », vous verrez que c'est bien la colonisation française, surtout de ce côté-ci, qui a mis un terme à la traite arabo-musulmane. Le colonel Archinard a été jusqu'à créer des villages de liberté pour tous les captifs qui arrivaient à s'en sortir. Et en Tunisie, l'abolition a été de manière effective en Tunisie et au Maroc. Okay. Voilà pourquoi il est très complexe de vouloir traiter de la colonisation sous simplement ses aspects négatifs. Monsieur Tidiane Diaye, merci.
Peut-être la fin de 50 ans d'attente pour la famille Ben Barka. La France annonce la levée du secret sur 89 documents concernant l'affaire de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka, enlevé le 29 octobre 1965 en plein Paris par 2 policiers français. Sa disparition est restée un mystère. Son corps n'a jamais été retrouvé. Son fils, Bachir Ben Barka, se bat depuis plus de 50 ans pour que la vérité soit faite dans cette affaire. La décision finale concernant les documents devrait intervenir en fin de semaine. En République démocratique du Congo, le rapatriement de la dépouille de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi, décédé en février à Bruxelles, a été de nouveau reporté à une date ultérieure selon son parti, l'UDPS. Une annonce qui intervient au lendemain d'incidents dans le quartier de Limete à Kinshasa, siège du parti politique de l'ancien leader Étienne Tshisekedi. Les précisions à Kinshasa de Thomas Nicolon. Nous voulons donner une chance à la paix. Voilà ce que répond M. Augustin Kabouya, le porte-parole de l'UDPS, lorsque les journalistes lui demandent pourquoi le parti a décidé de reporter à une date ultérieure le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi. En RDC, selon M. Kabouya, les autorités ont l'intention de créer un désordre autour de cet événement et il dit que l'UDPS ne veut pas jouer ce jeu-là. Cela reviendrait, dit-il, à cracher sur la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, est en Europe en ce moment. Il est notamment passé par Bruxelles. Il dit avoir constaté qu'aucune disposition n'avait été prise par l'UDPS avec les autorités belges dans l'optique d'un rapatriement du corps le 12 mai prochain. Selon M. Mende, l'UDPS n'a jamais eu l'intention de rapatrier le corps à cette date. Il s'agissait simplement d'une stratégie de communication. Quoi qu'il en soit, le rapatriement du corps du leader historique de l'opposition congolaise n'a jamais semblé aussi incertain. Au Niger, les forces de l'ordre ont dispersé une manifestation à coups de gaz lacrymogène. L'appel à manifester avait été lancé à Niamey par des membres de la société civile contre, je cite, la mauvaise gouvernance et les pénuries d'électricité. Les autorités avaient interdit ce rassemblement faisant état de risque de troubles à l'ordre public. Les organisateurs de la manifestation affirment avoir été prévenus de cette interdiction trop tard. Au Mozambique, l'espoir de tout un pays risque de tourner court. En 2010, des gisements de gaz sont découverts à Palma, dans le nord, mais la chute des cours des hydrocarbures est depuis passée par là. L'exploitation des gisements n'a donc toujours pas commencé, alors que les Mozambicains se préparaient déjà à vivre de ces richesses. Voyez ce reportage à Palma de nos confrères de l'AFP. Entre cocotiers et plages de sable blanc, le destin du village de Palma, au nord du Mozambique, est sur le point de basculer. D'immenses réserves de gaz ont été découvertes au large de ses côtes en 2010. Depuis, ce pays, parmi les plus pauvres au monde, se rêve en Qatar africain. Grâce à ce projet, nous aurons un décollage, nous aurons de l'emploi. Parce qu'ici, il n'y a pas de travail, nous dépendons de la mer. Et avec le début du projet, je crois que beaucoup de ces jeunes obtiendront des emplois. En quelques années, Palma s'est déjà transformé. Avec le raccordement au réseau électrique, une nouvelle route asphaltée, une banque, des hôtels et des restaurants. Mais pour l'instant, il reste vide. Les projets ont pris beaucoup de retard. Avec la chute des cours des hydrocarbures, les multinationales ne cessent de repousser leurs investissements. Les centaines de familles du village ont pourtant accepté de céder la place aux usines de liquéfaction et aux centrales électriques, non sans quelques réserves. Vous avez vu la taille de nos cocotiers, de nos manguiers, de nos cajoutiers. Ici, nous cultivons des haricots. Tous les produits, tous les aliments, nous arrivons à les faire pousser. Mais là-bas, nous ne savons pas s'il y aura de quoi produire tout ça. Autre conséquence des retards d'investissement, le gouvernement s'est fortement endetté en pariant sur la future manne gazière. 2 milliards de dollars ont été empruntés secrètement au mépris de la constitution mozambicaine et des lois budgétaires. Ces révélations ont provoqué une crise avec le FMI et la plupart des bailleurs de fonds ont suspendu leur aide. Il va falloir beaucoup de temps pour que les Mozambicains voient sur leur table les bénéfices de l'extraction du gaz. Car le gouvernement va d'abord devoir utiliser les recettes pour rembourser ses dettes des années antérieures. Quand les gisements ont été découverts, les premières estimations tablaient sur du gaz liquéfié à l'export dès 2016. Désormais, ce ne sera pas avant 2022, dans le meilleur des cas. De quoi retarder d'autant le développement du Mozambique, où la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Et c'est la fin de votre journal de l'Afrique. Restez sur France 24, l'info continue.
L'invité de l'écho, présenté par Ali Laïdi. C'est un environnement de régulation. Il faut mettre en place une régulation. Je pense qu'il faudrait quand même essayer un petit peu d'assouplir certaines règles. Pour que les agriculteurs aujourd'hui puissent vivre, il faut qu'ils puissent créer de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que fait l'Europe ? Alors l'Europe, elle a réfléchi. Elle a réfléchi. Il est temps de passer à l'action. L'invité de l'écho à regarder sur France 24 et france24.com.